Parler donc du vote de cette loi spéciale avec Bruno Cotresse, politologue chercheur au CNRS ainsi qu'au CEVIPOF. Bonsoir à vous. Merci d'être là. Cette loi spéciale, Bruno Cotresse, finalement, est-ce qu'on peut dire que, d'abord, elle doit être votée par le Sénat, mais a priori, elle devrait être votée par le Sénat. Est-ce qu'on peut dire simplement qu'elle garantit la continuité de l'État ? Oui, clairement, c'est le but du jeu, qu'on puisse garantir, vous venez de le rappeler, au fond, à la fois la collecte de l'impôt, les dépenses essentielles de l'État dans un premier temps, le paiement notamment des salaires des fonctionnaires, et qu'on puisse commencer à faire fonctionner la machine de l'État. C'est une sorte de rustine, de sparadrap qu'on va mettre sur une situation qui, bien évidemment, n'est durée qu'à être de court terme. On va reprendre la discussion budgétaire dès le début de l'année 2026 sur la base du dernier texte, au fond, voté par le Sénat. Donc, tout va recommencer, mais Tout va effectivement, cette loi recommencer. spéciale, Mais tout va recommencer, à quoi absolument. peut-on s'attendre, Bruno Cotresse, en janvier ? Qu'est-ce qui sera différent des débats qui ont eu lieu tout au long du mois de décembre et même novembre ? Il y a quand même une grande différence, c'est que maintenant, le calendrier, on sait qu'il y a une urgence, puisque jusqu'à présent, on attendait la fin de l'année civile le 31 décembre, mais on sait que la loi spéciale n'est pas une loi destinée à perdurer pendant de très nombreux mois. Évidemment, ça poserait un grand problème démocratique si les administrations ne pouvaient pas engager des programmes auxquels elles se sont engagées. Donc, il va falloir rapidement trouver une solution pour qu'un véritable budget soit voté. Donc ça fait une différence très importante. Ça veut dire que l'entonnoir du temps qui pèse sur tous les acteurs va se faire sentir de manière encore plus pressante. Sur le Premier ministre, d'abord, parce qu'il doit trouver impérativement un budget, mais aussi c'est une véritable épreuve de vérité pour les oppositions, notamment les Républicains et le Parti socialiste. Il va falloir que rapidement, eh bien, ils abattent leurs cartes et qu'on puisse savoir s'ils vont plutôt soutenir le gouvernement ou s'abstenir ou voter contre le projet de budget. Parce que pour trouver un compromis, avec 5% du déficit public, ça c'est un petit peu ce que souhaite véritablement le gouvernement, 5% de déficit public, entre ceux à gauche, donc au PS, qui veulent augmenter les impôts, et ceux à droite, chez LR, qui veulent diminuer les dépenses publiques, un compromis est-il possible et un vote possible sans l'usage du 49.3 ? Ça semble très difficile, c'est pour ça que le Premier ministre n'a pas tellement d'autres solutions, soit au fond d'amener tout le monde à faire un pas, mais il y a consacré tout son automne, tout son début d'hiver, et on voit que pour le moment, sur le budget de l'État, ça n'a pas marché, ça n'a pas fonctionné, soit d'une certaine manière, eh bien, mettre tout le monde au pied du mur devant ses responsabilités par l'usage du 49.3 qui obligerait ces deux acteurs, les Républicains et le Parti socialiste, au fond, à dire franchement leur position. Et bien évidemment, on sait que si les socialistes s'abstiennent de voter le budget de l'État, eh bien, il y a la possibilité pour le Premier ministre de trouver une, une majorité, même si la France insoumise déposait une motion de censure. En revanche, si les socialistes finalement disaient, eh bien non, le compte n'y est vraiment pas, il n'y a pas eu assez de concessions et qu'ils joignent leur vote à ceux du Rassemblement national et de la France insoumise, eh bien à ce moment-là, le gouvernement de Sébastien Lecornu tomberait. Bien évidemment, ça n'est pas, à l'heure où on se parle, l'hypothèse la plus privilégiée. Justement, quelle est l'hypothèse la plus privilégiée ? Il y a aussi une possibilité d'ordonnance, ça c'est un autre scénario possible. Bruno Cotresse, quelle est votre hypothèse, celle que vous privilégiez ? Je pense que pour le moment, il me semble que le Premier ministre va sans aucun doute être conduit à utiliser le 49.3, à la fois pour clarifier la situation, pour en sortir. Ça ne peut pas durer extrêmement longtemps. Les ordonnances, même si elles faisaient l'objet d'une négociation en amont, ça serait quand même perçu comme quelque chose qui est assez contradictoire avec tout le discours qu'a tenu le Premier ministre, qui était de laisser aller jusqu'au bout la discussion parlementaire. Ça serait perçu par l'Assemblée nationale comme sans doute l'élément le plus difficile, le plus contradictoire avec l'idée d'une discussion parlementaire, alors que le 49.3, l'avantage, c'est au fond de mettre tout le monde au pied des responsabilités et que le Premier ministre dit ben, finalement, j'ai laissé le débat aller jusqu'au bout du bout du bout, on n'y est pas arrivé, il faut en sortir. Mais ça sera un échec politique pour lui. Relatif échec politique, c'est vrai que lui s'est beaucoup engagé sur l'idée de ne pas utiliser le 49.3, mais depuis quelques jours, le Premier ministre, au fond, passe le message qu'il a voulu faire tout pour éviter cette solution. Et on sent dans sa position, dans ses dernières prises de parole, on sent que le Premier ministre commence à faire passer le message qu'il prendrait ses responsabilités, c'est-à-dire soit des ordonnances, soit un 49.3.
Merci Bruno Cotresse, politologue, chercheur au CEVIPOF et à Sciences Po. Merci d'avoir été avec nous ce soir.